Bon alors, petite vidéo donc de reprise des thérapeutiques classiques ou néoclassiques au chômage. Donc on va reprendre rapidement donc le raisonnement qui a été développé en cours. Donc allons-y. Alors bien entendu, dans cette petite vidéo, on fera l'hypothèse que vous avez lu attentivement donc le polycope et que vous y avez réfléchi et que vous avez travaillé les documents d'accompagnement qu'on ne reprendra pas. Donc le doc 03 consacré aux syndicats et à l'État et le doc 04 consacré aux asymétries d'information. Alors on va commencer par l'essentiel. En quoi toute rigidité sur le marché du travail peut-elle être résumée par celle du salaire? Alors pour bien comprendre ça, il faut avoir en tête donc la représentation graphique du marché du travail que les néoclassiques utilisent. On a un graphique cartésien avec un axe des abscisses, un axe des ordonnées. Sur l'axe des abscisses, donc vous avez le volume de facteur travail qui est utilisé. Donc j'utilise la symbolique L pour labor qui veut dire main d'œuvre en anglais, en anglais américain. Sur l'axe des ordonnées, on trouve le salaire. Alors on reviendra là-dessus, c'est-à-dire ça peut être le salaire au sens strict du terme, c'est-à-dire la rémunération du travail perçu par le travailleur, ou le coût du travail, c'est-à-dire le coût supporté par l'entreprise en raison donc de l'utilisation de facteurs travail. Donc ce salaire ou ce coût du travail, je l'appelle W, pour petit w pour wage en anglais, donc qui veut dire salaire. Donc classiquement, donc sur ce graphique cartésien, donc il y a une offre de facteurs travail qui émane des individus, donc qui est fonction croissante du travail, c'est-à-dire que les individus arbitrent entre travail et donc travail qui procure un salaire et loisir. Et logiquement, effectivement, plus le salaire est élevé, plus cet arbitrage se fait en fonction du travail au détriment du loisir. On trouve également une courbe de demande de facteur travail qui émane des entreprises ou autres organisations productives, mais pour faire simple des entreprises, donc qui est fonction décroissante du salaire. Donc logiquement cette courbe, ici c'est une droite, donc est fonction décroissante du salaire, puisque pour un salaire élevé, peu d'entreprises ont des projets de production suffisamment rentables pour supporter donc ce salaire qui est important, et inversement, donc pour un salaire faible, on trouve un grand nombre d'entreprises qui ont des projets de production rentables. L'offre et la demande se rencontrent donc à un point d'intersection, donc qui va correspondre à l'emploi d'équilibre, L bar, donc c'est la population active occupée, et au salaire d'équilibre, donc qui est la résultante en fait des forces du marché, donc de l'offre de travail et de la demande de travail. Alors, les néoclassiques postulent que en ce point, il n'y a pas de chômage, c'est-à-dire que, en tout cas pas de chômage involontaire, c'est-à-dire que tous ceux qui pour ce salaire cherchent à obtenir un emploi, ils l'obtiennent. Toutes les entreprises qui pour ce salaire veulent obtenir de la main-d'œuvre, l'obtiennent. Donc on est à un point d'équilibre qui correspond, donc les néoclassiques le disent, alors même si c'est à discuter, donc à un optimum social. C'est un consensus, tout le monde est d'accord. Et les néoclassiques vont effectivement considérer que le seul chômage qui puisse résulter, il résulte justement de l'absence de flexibilité du salaire, donc que ce soit une absence directe, ou une absence induite par le manque de flexibilité du volume de facteurs travail. Donc prenons l'exemple caricatural d'un salaire minimum qui est imposé par l'État. Donc l'État prend cette décision qui fait force de loi sur la base de l'intérêt général. Donc il va considérer que la main-d'œuvre ne peut pas être rémunérée en deçà
de ce salaire. Donc en France, par exemple, il existe un SMIC, hein, qui est un salaire minimum interprofessionnel de croissance. Donc il est strictement interdit par une entreprise de rémunérer un salarié en deçà de ce salaire horaire ou mensuel, sous peine pour le chef d'entreprise de sanctions juridiques, hein, donc amende, prison, etc. Donc pour ce salaire-là, on constate que la demande de facteur travail est celle-ci, celle que j'indique avec mon pointeur, alors que l'offre de facteur travail est celle que j'indique avec mon pointeur. C'est-à-dire que la demande de facteur travail pour le salaire minimum imposé par l'État est inférieure à l'offre de facteur travail, et partant, il en résulte du chômage. Alors, il faut avoir en tête, hein, que ce schéma caricatural, hein, de la détermination du chômage par le néoclassique, c'est celui auquel on va toujours se référer in fine, même si effectivement ce fameux salaire minimum fera l'objet d'amendements dans sa définition. Ça ne sera pas forcément un salaire minimum imposé par l'État, ça sera un salaire minimum imposé par le comportement des syndicats, voire par le comportement des entreprises en situation d'asymétrie d'information. On va y revenir, mais il faut toujours revenir à ce schéma-là pour expliquer en quoi il y a du chômage. Alors, il y avait une petite question, distinguer graphiquement les chômeurs volontaires des chômeurs involontaires. Alors c'est une rhétorique souvent qu'on trouve chez les néoclassiques, hein, qui distingue les chômeurs volontaires des chômeurs involontaires. Les chômeurs volontaires, ce sont ceux qui veulent travailler pour le prix, pour le salaire en vigueur dans la société, on va dire ça, à défaut du salaire en vigueur sur le marché du travail, alors que les chômeurs volontaires, ce sont ceux qui prennent volontairement des loisirs, hein, disent les néoclassiques. Alors on va identifier le chômage volontaire du chômage involontaire sur le graphique. Ça peut être utile parfois pour interpréter donc certaines iconographies néoclassiques qu'on pourrait trouver dans les sujets de bac. Alors donc les chômeurs involontaires, donc ils sont là. Donc je les ai représentés là en rouge, hein, alors ça serait, hop, on va utiliser une couleur plus distinctive comme du jaune, voilà. Donc là on a les chômeurs involontaires, c'est-à-dire qu'ils seraient prêts à travailler pour le salaire minimum, donc en vigueur dans la société dans laquelle ils sont, mais ils ne trouvent pas de travail. Et vous avez par contre donc des chômeurs volontaires qui eux seraient prêts, alors je les fais figurer en orange, hein, qui seraient prêts à travailler pour un salaire au-delà du salaire minimum, donc celui qui est en vigueur dans la société, mais qui bien évidemment effectivement ne trouve pas d'emploi. Donc voilà pour ce cette petite précision donc terminologique. Alors on va revenir donc au cours. Et alors il y avait des questions donc qui demandaient de reprendre chacun des arguments donc ci-dessus, 1, 2 et 3. Voilà, on verra que l'argument 4 mérite lui un petit peu plus de détails, et d'expliquer en quoi il est justificatif d'une augmentation du chômage. Alors on va y aller tranquillement. Donc il faut bien avoir en tête, hein, que fondamentalement donc le chômage il tient donc à un excès du salaire, du salaire relativement au salaire d'équilibre. C'est parce que le salaire n'est pas suffisamment flexible pour revenir au salaire d'équilibre, W bar, que effectivement il y a du chômage. Donc toutes les explications vont consister à revenir, donc à interpréter en fait
en termes de salaire en excès au salaire d'équilibre, donc la situation. Alors, on va le faire. Donc, on reprend donc, dans mon polycope ce qui est listé. Donc, la rigidité du salaire est fondamentalement imputable à ce qui est à l'origine du chômage structurel. Donc, à l'action discrétionnaire du salaire, à l'action discrétionnaire de l'État. Donc, salaire minimum. Donc, bien entendu, on l'a expliqué. Indemnisation du chômage. Alors, là, ça relève aussi de l'évidence, hein. Un individu rationnel, entre travailler pour 2000 € par mois et être au chômage pour 2000 € par mois, ben, il va choisir effectivement de ne pas travailler pour 2000 € par mois. Donc en fait les indemnisations chômage ou l'indemnisation chômage, c'est en fait un salaire minimum déguisé. Surtarification des heures supplémentaires. En France et dans pas mal de pays, les heures supplémentaires sont surtarifées. Alors, c'est une décision qui trouve sa motivation d'un double point de vue, c'est-à-dire que l'idée, c'est que les entreprises qui ont trop massivement recours aux heures supplémentaires pourraient ainsi créer des emplois. Donc en surtarifant les heures supplémentaires, on incite ces entreprises à créer tout simplement des emplois. Et puis alors du point de vue de l'individu, on fait l'hypothèse, du point de vue du travailleur, hein, on fait l'hypothèse qu'il travaille à effort marginal croissant, c'est-à-dire que à la fin de la journée, la 8e heure de travail est a priori plus pénible que la première heure, et donc on considère qu'elle mérite une meilleure rémunération. Donc c'est un peu la logique, hein, de la surtarification des heures supplémentaires. Mais cette surtarification des heures supplémentaires, ben, elle aboutit tout simplement à augmenter le coût du travail, et donc logiquement, en fait, elle pousse à la hausse donc le salaire. Ou dit de manière inverse, elle l'empêche de converger vers le salaire d'équilibre, W bar, et donc elle est génératrice de chômage. Donc la surtarification des heures supplémentaires, pour logique qu'elle soit, elle est génératrice de chômage. La vente en gros donc de la force de travail via la norme qu'est le CDI, le contrat à durée indéterminée. Donc dans la présentation statistique, hein, de l'emploi et du chômage, on avait vu qu'aujourd'hui les contrats à durée indéterminée, c'est environ 85% donc de l'ensemble de l'emploi. Donc on peut parler de ce point de vue-là d'une norme, hein. Alors c'est une norme qui est impulsée par l'État au motif de l'intérêt général. C'est une norme de facto, hein, statistiquement parlant, mais effectivement elle peut dans certains cas de figure correspondre donc à une augmentation donc du coût du travail. Alors pourquoi ? Ben parce que quand une entreprise achète 35 heures de travail forfaitairement, elle n'a pas forcément, au jour le jour et de semaine en semaine, voire de mois en mois, 35 heures de travail à faire effectuer donc à ses salariés. Donc ce qui revient en fait à augmenter le coût du travail moyen, c'est-à-dire quand vous payez quelqu'un à ne rien faire, ça veut dire qu'en fait le temps où il travaille réellement, c'est-à-dire où il produit, où il ajoute de la valeur, où il crée de la valeur ajoutée, et bien en fait ce coût du travail augmente. Et on retombe sur l'explication donc standard donc des néoclassiques, à savoir que le salaire, donc en fait le coût du travail ici, va diverger donc du coût du travail d'équilibre, va s'en écarter, voilà, de la même manière que le salaire minimum imposé par l'État le faisait s'en écarter, et donc va générer du chômage, donc la demande de travail devenant inférieure à l'offre de travail.
la protection sociale obligatoire est également généralement considérée comme donc génératrice de chômage. Alors pourquoi? Parce que elle augmente le coût du travail. Alors, petite considération donc sur le coût du travail. Alors de manière générale, le coût du travail, c'est le salaire net. Alors le salaire net, en fait, c'est la rémunération du travail perçue par le travailleur, perçue par le salarié, plus des charges sociales. Alors ces charges sociales, généralement, elles sont destinées à financer un système de protection mutualisé, donc du risque santé et du risque vieillesse. Il y en a d'autres, mais ce sont les deux principaux risques qui sont couverts, notamment en France. Alors en France, il y a une petite originalité, c'est que le coût du travail, il est géré via deux types de charges sociales. Donc les charges sociales par salariale qui sont supportées par les salariés et les charges sociales par patronale qui sont supportées par les entreprises. Donc c'est pour ça que le coût du travail, il est classiquement distingué entre salaire net plus charges sociales par salariale, auquel on rajoute les charges sociales par patronale. Alors pourquoi est-ce qu'il existe ce système qui peut sembler un petit peu illogique, hein? C'est parce que le système de sécurité sociale, il a besoin d'être continuellement refinancé. C'est-à-dire qu'il y a une tendance de long terme à l'augmentation des dépenses de sécurité sociale. La population a tendance à vieillir, donc il y a de plus en plus de retraites à verser. Et puis il existe du progrès technique dans le domaine de la santé, ce qui fait que les dépenses de santé ont également tendance à diverger, sachant qu'en plus, effectivement, les dépenses de santé sont fonction croissante de l'âge moyen de la population et que celui-ci croît. Donc, le salaire net plus les charges sociales par salariale, c'est ce qu'on appelle le salaire brut. Voilà, et les charges sociales par salariale plus les charges sociales par patronale, ce sont les charges sociales au sens strict du terme. Et on parle parfois dans la littérature, une expression qui est un petit peu sibylline, on parle de coin socio-fiscal. Donc, voilà pour le coût du travail. Alors, tant que j'y suis, j'en profite pour dire que ce qui importe essentiellement à l'entreprise, c'est pas tant le salaire, c'est pas tant le coût du travail que le coût salarial unitaire, alors qui en fait est un coût du travail unitaire, c'est-à-dire un coût du travail relatif au montant de la production. Donc ce qui intéresse fondamentalement Renault, c'est pas tellement le montant du SMIC en lui-même, c'est le montant du SMIC auquel on a rajouté les charges sociales par patronale et qu'il va rapporter donc au coût de production d'une Clio par exemple. Donc on était en train de parler de la protection sociale obligatoire, hein, donc génératrice de chômage. Alors on vient d'expliquer de manière, on va dire claire, qu'en fait les charges sociales, elles augmentent en fait le coût du travail. Dans une société dans laquelle il n'y a pas de système de sécurité sociale, donc assis sur le travail, sur la rémunération du travail et imposée par l'État, comme en France, ben ces charges sociales sont effectivement nulles et le coût du travail se résume en fait au salaire net. Et on retombe donc sur l'explication donc absolument classique, à savoir que c'est la divergence en fait du coût du travail d'équilibre, donc W bar, donc ici le salaire d'équilibre, donc divergence qui est due en fait à l'ampleur des charges sociales, ampleur croissante, donc qui va être génératrice de chômage. Voilà en gros l'idée. Alors, on continue effectivement notre petite exploration
donc des sources du chômage, donc selon les classiques, au-delà effectivement du salaire minimum, qui était donc l'exemple paradigmatique qui avait été proposé donc par les néoclassiques donc dans les années 30. Donc l'action syndicale, alors un syndicat de salariés, donc c'est une organisation qui se propose de défendre donc les intérêts moraux et matériels de ses adhérents, à savoir des salariés, et notamment elle va tout mettre en œuvre pour que les conditions de travail s'améliorent et surtout pour que la rémunération du travail progresse. Et partant, elle peut, là encore, on retombe donc sur le schéma classique, donc elle peut, son action peut aboutir à ce que le salaire d'équilibre, le coût du travail d'équilibre, diverge donc de l'équilibre, voilà, s'en écarte, et se retrouve dans une position telle que cela génère donc une demande de facteur travail inférieure à une offre de facteur travail, ce qui est constitutif du chômage. On va finir donc notre exploration des sources envisageables du chômage selon les néoclassiques en parlant des asymétries d'information. Les asymétries d'information reviennent à constater que lors de la transaction sur un marché, généralement il y a l'une des parties qui en sait plus que l'autre, donc généralement le vendeur en sait plus que l'autre, donc en l'occurrence sur le marché du travail, c'est le vendeur de facteur travail, donc à savoir l'individu, qui va en savoir plus effectivement que l'autre, donc l'acheteur, l'entreprise. Et il va en résulter donc deux situations, deux biais, donc le premier qu'on qualifie d'aléa moral et le second qu'on qualifie d'antisélection. Donc l'antisélection procède du fait que l'entreprise ne sait pas exactement quelle est la qualité intrinsèque du travailleur qu'elle embauche. Est-ce que c'est quelqu'un de vraiment compétent, de vraiment intelligent, de vraiment investi ou pas, et l'aléa moral donc renvoie au fait que l'entreprise est dans l'incapacité de surveiller l'investissement de la personne qu'elle embauche. Donc on parle de problème de tirage au flanc dans ce cas spécifique. Alors, dans les deux cas de figure, l'entreprise qui est face à cette asymétrie d'information, pour le résoudre, de son strict point de vue, c'est-à-dire qui est un point de vue microéconomique, qui n'est pas un point de vue macroéconomique, eh bien, elle va en fait pratiquer un sursalaire. C'est-à-dire que, comme elle est incapable d'observer l'investissement du salarié dans sa tâche, eh bien, elle va lui proposer un sursalaire. Elle va lui proposer un sursalaire qui est censé donc le motiver. Alors ce sursalaire, on le qualifie souvent de salaire d'efficience. L'idée étant que soit moralement l'individu va se sentir récompensé de ses efforts et va travailler davantage, il va être quelque part redevable du sursalaire que l'entreprise lui procure. Autre manière de voir la chose, c'est que donc le salarié tenté par le tirage au flanc va se dire, mais si je suis démasqué, eh bien je vais me retrouver sur le marché du travail puisque je vais être licencié, et là je ne vais avoir droit qu'au salaire d'équilibre qui est par définition inférieur. Voilà. Et en ce qui concerne donc la problématique d'anti-sélection, bien l'entreprise, dans l'incapacité a priori de détecter donc la capacité intrinsèque d'un salarié, donc va proposer à l'embauche un sursalaire dans l'espoir que ce sont les meilleurs éléments, donc les plus productifs, qui vont répondre donc à sa proposition. C'est-à-dire que
le mauvais salarié, celui qui a des caractéristiques qui sont pas satisfaisantes, donc qui a des difficultés en fait, quel que soit d'ailleurs, je dirais, son diplôme, son CV, etc., mais qui sait qu'il a des difficultés à faire face à la tâche à laquelle il postule, eh bien, compte tenu de l'ampleur du salaire proposé, ben, il va pas postuler. Hein. Donc il y a l'idée que le salaire permet de révéler les meilleurs candidats. Alors, on ne va pas discuter du bien fondé, je dirais, de ces théories, mais si on les accepte, en fait, cela revient, là encore, à considérer qu'il y a donc une source, alors là, qui est cette fois-ci pas externe aux entreprises, mais propre au comportement même des entreprises, qui fait diverger le salaire d'équilibre, ou le coût du travail d'équilibre, comme vous voulez, donc qui le fait diverger, en fait, vers un niveau plus élevé, et un niveau plus élevé, donc alors ici qui sur ce schéma est figuré par le fameux salaire minimum de l'exemple paradigmatique, donc générateur de chômage, mais là c'est un salaire minimum qui correspondrait en fait au comportement des entreprises face à la problématique de tirage au flanc et face à la problématique effectivement donc de qualité du candidat. Donc ce salaire effectivement qui dérive par excès donc, du salaire d'équilibre, ou du coût du travail d'équilibre plutôt, donc va générer du chômage, hein, sachant que la demande de facteur travail va effectivement être inférieure à l'offre de facteur travail. Alors, donc voilà en gros pour les principales sources donc qui sont classiquement listées par les néoclassiques. Alors plus récemment, donc il y a un certain nombre d'économistes néoclassiques qui se sont proposés d'ajouter donc une quatrième source donc génératrice de chômage, donc une quatrième source en fait d'insuffisante flexibilité du coût du travail. Donc ce sont des économistes qui s'intéressent au fonctionnement concret du marché du travail. Alors ce marché du travail, c'est une question d'ailleurs que je pose, hein. Il est doublement dynamique, hein. Donc on a découvert dans les années 80-90 qu'en fait le marché du travail d'un pays développé, c'est environ 15% des emplois qui disparaissent chaque année et 15% des emplois qui sont créés. Alors bien entendu avec un petit différentiel entre les créations et les disparitions, le signe de ce différentiel donc correspondant soit effectivement à une diminution du chômage, soit au contraire à une aggravation du chômage. Alors, non seulement 15% des emplois sont créés effectivement chaque année et puis 15% des emplois sont détruits, mais en plus le processus de création des emplois est vraiment très particulier. C'est pour ça qu'on peut parler d'un marché du travail doublement dynamique, c'est-à-dire que pour créer un emploi, une entreprise en moyenne, donc ce sont des chiffres que des économistes français citent, donc une entreprise crée en fait, recrute 3 personnes, voilà, et en licencie 2, et donc il en résulte la création d'un emploi. Donc le marché du travail, il est très fortement caractérisé par des processus d'essai-erreur. Alors ces processus d'essai-erreur, ils correspondent tout simplement aux asymétries d'information qui existent sur ce marché, c'est-à-dire que les entreprises ne connaissent pas suffisamment les caractéristiques propres des salariés qu'elles se proposent d'embaucher, et donc les embauchent temporairement pour voir s'ils font l'affaire. Ce processus d'essai-erreur, il est consubstantiel au bon fonctionnement de l'économie. Il est absolument indispensable au bon fonctionnement de l'économie. Ce qui est nuisible, c'est pas ce processus d'essai-erreur, c'est au contraire le frein à ce processus d'essai-erreur,
puisque quand ce processus d'essai-erreur est freiné par des caractéristiques institutionnelles du marché du travail, hein, donc comme par exemple le contrat à durée indéterminée, eh bien il en résulte tout simplement une augmentation du coût du travail pour les entreprises. Pourquoi? Parce qu'elles doivent garder en fait en poste des salariés qui sont sous-productifs. Donc garder en poste un salarié sous-productif, cela revient tout simplement à augmenter le coût du travail moyen de l'entreprise. Et on retombe là encore, donc sur cette situation, à savoir que l'insuffisance des essais-erreurs aboutit à faire dériver le coût du travail du coût du travail d'équilibre, donc à le faire dériver par excès, donc vers un coût du travail plus élevé, qui va être générateur de chômage. Alors, ce que vous pouvez avoir effectivement un jour d'examen comme indicateur de cette problématique, c'est la fameuse courbe de Beveridge. Alors la courbe de Beveridge, c'est une courbe qui met en relation, donc dans le contexte d'un graphique cartésien, hein, donc un graphique cartésien où vous avez en axe des abscisses le taux de chômage, vous avez en axe des ordonnées le taux d'emploi vacant. Alors, le taux de chômage, on l'avait défini dans ce cours, hein, donc c'est le rapport entre l'effectif des chômeurs et puis la population active. Et puis le taux d'emploi vacant, bah, c'est tout simplement effectivement la part des emplois que les entreprises se proposent de mettre en œuvre qui n'est pas pourvue donc par l'embauche d'un salarié parce qu'il n'est pas disponible, on ne trouve pas la bonne compétence. Donc cette courbe de Beveridge, elle a effectivement donc une forme particulière, hein, donc ici c'est la courbe qui est en rouge, hein, dont la logique est relativement simple, hein, c'est-à-dire que quand le taux de chômage est faible, voilà, a priori il y a un réservoir de travailleurs disponibles beaucoup moins important, et donc du coup on peut imaginer que le taux d'emploi vacant effectivement progresse. C'est-à-dire que les entreprises, elles ont du mal à trouver dans le stock de chômeurs, donc désormais faible, donc les employés, donc les salariés qui satisfassent aux caractéristiques très spécifiques de leurs offres d'emploi. Voilà. Et puis inversement, effectivement, quand le chômage effectivement est élevé, donc là vous avez un stock effectivement de candidats très important, et donc théoriquement les entreprises devraient théoriquement donc trouver facilement donc chaussures à leurs pieds, et on devrait avoir un taux d'emploi vacant qui est faible. Voilà. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que cette courbe de Beveridge, effectivement, elle a tendance à migrer vers le haut du cadran, voilà, et à révéler ainsi l'inefficacité des procédures de mise en adéquation entre offre de travail et demande de travail. Voilà, alors quand la courbe passe effectivement donc de la courbe rouge à la courbe verte, hein, ça veut dire que l'adéquation entre offre de facteur travail et demande de facteur travail se fait dans de moins bonnes conditions, hein. Donc si on prend un taux de chômage donné, on constate qu'effectivement avec la courbe de rouge, le taux d'emploi vacant est plus faible qu'avec la courbe verte. Donc ce qui revient à dire que les institutions qui font se rencontrer donc offre et demande de travail deviennent dysfonctionnelles d'un point de vue ou d'un autre. Alors, donc pour reprendre, hein, voilà, en quoi est-il logique qu'il existe une relation inverse entre taux d'emploi vacant et taux de chômage? Donc je viens de répondre. La caractéristique graphique de cette relation inverse, je viens de le faire aussi. Voilà, l'affaiblissement de cette relation, je viens également d'en parler. Voilà, donc juste une chose, hein, pour que vous ne soyez pas troublés, hein, c'est-à-dire que entre donc la courbe de Beveridge qui théorique, hein, donc qui a une allure très logique, voilà, et puis les courbes de Beveridge donc calculées,
Bah là encore, hein, donc il y a effectivement un écart. Alors si on prend le cas effectivement de ce graphique que j'ai extrait donc d'un bouquin récent, donc on se rend compte, alors il faut imaginer comment c'est construit, donc déplacement de la courbe de Beveridge en France 2003-2017. En fait, donc par exemple si on prend le cas de la courbe de Beveridge 2008-2012, voilà, vous avez pour chaque année, ou alors je sais pas comment ils les ont construites exactement, ou pour chaque trimestre, voilà, voire pour chaque mois. Donc ils ont, donc les statisticiens ont fait figurer donc un point. Donc si on prend le point 8,6, donc on pourrait le lire ainsi. Donc entre 2008 et 2012, donc en France, donc par exemple à un mois donné, on a constaté un taux de chômage de 8%, et ce alors même que le taux d'emploi vacant était de 6%. Alors ça, c'est même pas d'ailleurs donc le taux d'emploi vacant au sens strict du terme qui est utilisé ici, mais c'est une enquête faite auprès des chefs d'entreprise qui leur demande quels sont les facteurs limitant la production. Voilà, et donc vous avez 6% des chefs d'entreprise qui ont expliqué que l'embauche était un facteur limitant de la production. Voilà le genre d'exercice auquel on s'est prêté. Et alors ce qu'on remarque effectivement, c'est que la courbe de Beveridge 2008-2012, voilà, donc qui est là, alors elle a malgré tout une petite forme, voilà, compatible avec la forme théorique, eh bien elle est en dessous de la courbe 2013-2017, donc qui est moins claire, elle est en gris, là, elle est grisée là. Voilà. Donc ça veut dire que en France, sur une dizaine d'années, on va dire ça comme ça, il y a une dégradation de la rencontre entre offre et demande de travail, et donc forcément des institutions qui y président, Pôle emploi, le système de formation, etc. Donc il faut revenir là-dessus. Alors, pour finir, les amendements à la rigidité du salaire, voilà, bah là je vous renvoie à la lecture, c'est relativement simple. Voilà, c'est-à-dire j'ai repris tous les arguments en expliquant ce qu'on pouvait faire pour remédier donc à cette rigidité. Donc on peut imaginer de manière générique que l'État devienne moins interventionniste. Voilà. Voilà, donc par exemple en désencadrant le marché du travail. Donc un des désencadrements majeurs du marché du travail récent, c'est la montée en régime de l'auto-entrepreneuriat, notamment de ces fameux jobs Uber, dont on parle beaucoup désormais, les livreurs à vélo, les conducteurs de pseudo-taxis, etc., qui ne sont plus des salariés, qui sont, en tout cas juridiquement parlant, des chefs d'entreprise, même s'ils sont très fortement assujettis à la plateforme, en l'occurrence Uber, qui leur donne du boulot. Donc en diminuant le coin socio-fiscal, voilà, j'ai repris un certain nombre d'éléments de précision sur ce coin socio-fiscal, en faisant contention aux prérogatives syndicales. Voilà, il y a toujours cette tentation effectivement de donner moins de pouvoir aux salariés de telle sorte que le salaire puisse s'ajuster à la baisse, en palliant les asymétries d'information. Voilà, alors la technologie désormais le permet, donc les caméras permettent de surveiller les prolétaires, les systèmes informatiques de workflow permettent de surveiller le travail des catégories moyennes salariées, les systèmes de surveillance par les pairs, de dénonciation, pour faire simple, les systèmes de certification des CV, voilà, qui permettent de savoir effectivement très exactement de quelles compétences dispose un salarié. Par exemple, tous les systèmes de certification des langues, comme le TOEIC, le TOEFL, avec des scores, les salariés payant pour se faire certifier, donc participent de cette dynamique. Voilà. Et puis, quatrième point, des politiques favorisant la rencontre pérenne entre l'offre et la demande du travail, après, effectivement, donc d'inévitables mais souhaitable, processus d'essai-erreur. Donc on comprend là l'intérêt par exemple du gouvernement pour l'optimisation du fonctionnement de Pôle emploi, le fait que
on accepte désormais que certains intervenants privés du secteur privé soient présents sur ce marché, donc comme Monster par exemple ou LinkedIn par exemple. Le développement des CDD ou de l'intérim. Alors, il faut bien comprendre que le développement des CDD ou de l'intérim aussi peut se comprendre dans la problématique donc des essais-erreurs sur le marché du travail. Le contrat à durée déterminée ou l'intérim, il permet effectivement de tester un salarié, de voir s'il est adapté à son poste de travail pour ensuite éventuellement l'embaucher en contrat à durée indéterminée. Le développement de la formation initiale, professionnelle, donc participe aussi de cette logique de rapprochement entre l'offre et la demande de travail. Voilà, et puis au-delà, on peut penser par exemple aux dispositifs d'incitation à la mobilité résidentielle ou pendulaire. Donc vous lirez, je ne vais pas en dire plus. Donc voilà, je pense avoir dit l'essentiel de la philosophie qui préside aux thérapeutiques proposées par les néoclassiques à la situation de chômage. Donc pour résumer, pour les néoclassiques, tout se ramène à savoir pourquoi le coût du travail est trop élevé. Et une fois qu'ils l'ont analysé, ils proposent des thérapeutiques adaptées que j'ai résumées dans mes 4 points.